Aujourd'hui, dès qu'une idée déplaît, dès qu'elle n'entre pas dans les cadres, dès qu'elle n'est pas cohérente ou congruente avec les idées dominantes, c'est du complotisme. C'est une façon de disqualifier un interlocuteur, disant c'est quelqu'un qui a des idées farfelues, des idées baroques, au fond qui est un peu paranoïaque, qui voit le mal partout et qui voit des complots là où il n'y en a pas, là où les choses sont évidemment tout à fait transparentes, parce que tout le monde sait que dans le monde d'aujourd'hui, les choses sont tellement transparentes que la transparence nous aveugle. Les journalistes reprochent aux conspirationnistes finalement de leur faire de la concurrence déloyale. Les traités de conspirationnistes, c'est encore une fois une façon de les discréditer, de les écarter du champ de l'information. Mais il n'y aurait peut-être pas autant de conspirationnistes si les journalistes justement faisaient leur travail en conscience, s'ils le faisaient avec exactitude. Alors ils ont toutes sortes d'excuses pour vous dire que justement il y a la concurrence de la toile, qu'il y a la concurrence des médias audiovisuels, qu'il y a un manque de moyens patents, que les équipes se réduisent, qu'il n'y a plus d'argent, etc. Toutes sortes d'excuses pour excuser leur paresse, leur ignorance ou leur volonté de ne pas informer, parce qu'après tout, la presse dépend de ses commanditaires, que ce soit les publicitaires ou que ce soit les véritables patrons, les puissances financières qui détiennent, je n'ai pas besoin de citer de nom, qui détiennent les journaux. Et ces gens-là veulent une ligne éditoriale et les lignes rouges ou les lignes jaunes à ne pas franchir sont nettement dessinées. Voilà, donc le journaliste qui a envie de continuer à bénéficier à la fois des avantages professionnels, des privilèges de sa profession, du confort, des voyages, qui appartient au quatrième pouvoir, dit-on, n'a pas envie de perdre tout ça pour un écart de langage. Ceux qui dénoncent le complotisme n'ont pas entièrement tort, dès lors qu'on dénonce des exagérations ou des déformations, parfois volontaires, des gens qui se sont imposés dans les thèses ou les hypothèses non conformistes, peuvent à un moment ou à un autre dévier et eux-mêmes avoir une influence négative. Ils deviennent ce qu'on appelle des agents d'influence. Alors, il est extrêmement difficile de faire le tri entre le vrai et le faux, sauf dans certains cas, à particulièrement bien connaître certains dossiers, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il faut du temps, de la disponibilité, une certaine formation. Après tout, on peut apprécier une jolie musique, mais il sera très difficile de décrypter la partition si l'on n'est pas soi-même un musicien émérite. Donc il est vrai que parmi les complotistes, il y a ceux aussi qui poussent le bouchon un peu loin et qui profitent de la notoriété qu'ils se sont acquises pour pratiquer certaines formes de désinformation. Les défauts que nous venons d'attribuer aux journalistes, qui sont au fond les serviteurs d'une machine, les servants d'une machine, on peut dire aussi que de l'autre côté, tout n'est pas clair et même que les clairs-obscurs sont parfois nombreux. On peut citer le cas de Wikileaks. Beaucoup de zones d'ombre s'attachent à la démarche de Julian Assange, même si globalement, l'on peut, au vu des résultats, se dire que Assange a donné un fameux coup de pied dans la fourmilière. Alors la toile, c'est le pire et le meilleur. C'est un volume insensé d'informations, c'est proprement colossal. Que faire? Comment circuler dans ce labyrinthe? Vous savez, la nature nous a dotés d'un outil qui est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un très très grand épistémologue, d'être grand clerc. Ça s'appelle le bon sens. Le bon sens permet déjà de jauger, à moins de juger, de la pertinence, ou en tout cas de la consistance d'une information, de voir si elle est
bien rédigé, si l'argumentation est claire, si elle tient debout. Vous savez, il y a toutes sortes de... on n'a pas besoin de faire des études extrêmement élevées pour y voir clair. Et d'ailleurs, souvent même, un bagage intellectuel insuffisant, et c'est souvent le cas, ne permet plus de faire le tri, ce tri du bon sens qui aujourd'hui semble avoir déserté le monde moderne. Il y a des bons et des mauvais conspirationnistes, bien évidemment. Il y a des gens qui posent de bonnes questions sur de bons sujets, des questions qui généralement ne reçoivent pas de réponse officielle ou des réponses totalement insatisfaisantes, par exemple sur le 11 septembre. On peut prendre l'exemple de ces immeubles qui s'écroulent à la vitesse de la chute libre, alors que les feux de kérosène aux alentours de 700, 800, 900 degrés ne peuvent pas faire fondre les poutrelles d'acier, et qu'on sait très bien que ce type d'immeubles sont construits pour résister à des incendies sur des dizaines et plus d'heures. Voilà. Donc la réponse n'a jamais été apportée. Ceci étant dit, il est facile de nier en bloc ce que font les anti-conspirationnistes, de nier en bloc, de faire un déni de réponse en disant cette question n'a pas de sens, cette question n'a pas de sens, elle n'a pas à être posée, et donc ça dispense de donner une réponse. Donc il y a de bons et de mauvais conspirationnistes, parce qu'il y a ceux qui vont accumuler des fatras extraordinaires en mélangeant, d'ailleurs, c'est la technique même de la désinformation, en mélangeant de la bonne information, quelques grumeaux de bonne information, avec un fatras, on parlera de conspiration, alors on mettra des reptiliens. On peut dire à la limite d'ailleurs que c'est une technique de la part de certaines personnes pour discréditer le conspirationnisme, d'en exagérer la portée. Tout doit rester dans certaines limites et dans les limites du raisonnable, et là, plus que partout ailleurs, de la raison critique. Les anciens disaient Medenagan, rien de trop. Or, dès lors qu'on déborde, que la marmite conspirationniste déborde, il est bien clair qu'elle s'autodétruit. Alors, il est vrai aujourd'hui que ceux qui posent les bonnes questions et que les journalistes professionnels qualifient à tort ou à raison de conspirationnistes leur font une concurrence qu'ils jugent déloyale. Ceci étant dit, il faudrait se poser la question de savoir si les professionnels sont aussi légitimes qu'ils le prétendent. On parle toujours du journalisme d'enquête, je crois que c'est un mythe de la fiction. Il existe des journalistes d'enquête, mais généralement pas dans les journaux. Ce sont ceux qui écrivent des livres, qui parfois d'ailleurs le payent de leur vie. Il y a des cas, ce journaliste du Figaro Magazine, qui avait enquêté sur des trafics d'organes entre l'Albanie et la côte italienne, par le truchement de la 'Ndrangheta, et qui a été retrouvé mort à la fin des années 90 dans une île d'Heli-Paris, par exemple. Donc certains poussent la chose très loin. Il y a quelques noms qui sont connus, qui conduisent des enquêtes. Mais si je prends un exemple récent, Mediapart, qui a été très fortement attaqué dans l'affaire du ministre Cahuzac, qui, comme vous le savez, vient de donner sa démission pour la détention, la possession d'un compte clandestin en Suisse, qui aurait été alimenté, pourvu par des rétributions de laboratoires pharmaceutiques, compte dont il a nié l'existence mordicus, mais qui vient de donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Or, le site Mediapart a été violemment attaqué, et M. Edwy Plenel, qui est son directeur fondateur, s'est plaint amèrement que ceux qui l'attaquaient dans la presse, c'est donc ses chers confrères et consoeurs, ne soient pas eux-mêmes allés enquêter sur place, contre-interroger les informateurs et les sources qui avaient alimenté Mediapart. Cela montre bien qu'en fait, les journalistes eux-mêmes qui se plaignent des rumeurs qui circulent sur la toile reprennent la
rumeur dominante ou l'information dominante et jamais de la remettre en cause. Les choses sont acquises, il suffit qu'il y ait un rapport officiel et c'est ce qui devient vérité d'évangile. Eh bien, l'affaire de Mediapart, de M. Cahuzac et de M. Edwy Plenel montre bien qu'en fait, la presse ne fait pas le travail qu'elle prétend effectuer. Cela fait 40 ans que j'entends les journalistes trouver des excuses à leur manque et à leurs lacunes, voire à leurs défaillances. Au départ, c'était les machines qui n'étaient pas bonnes et qui pénalisaient la presse. Après, ça a été la gestion même des entreprises de presse. Puis, ça a été très vite la concurrence de la télévision. Maintenant, aujourd'hui, c'est la concurrence de la toile. Le défaut d'argent parce que les publicitaires n'investissent plus. Bah oui, c'est un cercle vicieux. Si la pompe se désamorce, pourquoi les publicitaires iraient-ils investir dans une presse moribonde? Je vais vous dire, en fonction de mon expérience, l'information véritable, on la voit venir depuis loin. Un mois à l'avance, on sait quelles sont les tendances. L'affaire Cahuzac, par exemple, elle est en gestation. Tout le monde pouvait avoir un dossier prêt et se livrer, d'ailleurs, se conduire par soi-même sa propre enquête. Personne ne l'a fait. Donc, quand les journalistes nous excipent de cette concurrence qui serait l'audiovisuel, que serait aujourd'hui la toile, ils se moquent du monde. Quand on veut faire de la bonne presse et de bons articles, on peut le faire justement comme doivent le faire des professionnels. D'ailleurs, j'en prendrai pour exemple que aussi bien Le Point, Le Nouvel Observateur, Libération, Le Monde, Le Figaro, depuis quelques années, ont redressé la barre. On se sont remis à faire des articles assez fouillés, des articles qui contiennent de l'information, même si toute l'information n'y est pas, et même s'il ne s'agit pas véritablement de désinformation, mais on a une information consistante où l'on peut aller pêcher quelque chose. Ce n'était plus le cas il y a encore une décennie. Il y avait ce vaste laisser-aller, faites du bon pain et vous aurez la queue devant votre boulangerie. Mais là, il est peut-être un peu tard pour comprendre que, pour regagner le terrain, d'ailleurs tous passent sur l'information en ligne, sur l'information dématérialisée qui donne plus de possibilités d'expression, plus de possibilités en matière de taille. Il n'y a plus la contrainte de la mise en page. Mais là encore, il est tard pour regagner la confiance la confiance des lecteurs. La presse, au même titre que les politiques, aujourd'hui, sont les deux catégories de l'élite qui sont les plus discréditées.